réseau Clash Jean Ras, voilà, en 2 mots et en quelques chiffres, voilà, c'est un réseau d'acteurs militants, associatifs, universitaires, institutionnels, qui travaillent à la lutte contre les discriminations que subissent les femmes issues d'immigration postcoloniale et ou habitant les quartiers populaires. C'est 5 années d'existence, c'est 145 participations à des colloques, à des débats, c'est des journées de formation qui sont gratuites, et ça c'est un enjeu politique important pour nous, la gratuité. C'est 3000 livrets de discrimination classe genre race que j'avais écrit en 2015 qui ont été distribués gratuitement, et encore une fois c'est important pour nous. Énormément de partenaires, énormément de personnalités qui nous ont aidés, qui ont contribué, qui ont participé. Voilà, c'est des villes un petit peu partout en France. Le réseau Clash Jean Ras, donc la soirée d'aujourd'hui, c'est l'aboutissement, c'est le prolongement de toutes ces années. Dénoncer ne suffit plus. On connaît les chiffres par cœur. Alors, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours, tuée par son conjoint, son ex-conjoint. Il y a plus de 100 000 femmes qui sont agressées, violées chaque année. Moins de 2% des violeurs sont condamnés aux assises. Les femmes qui portent un foulard sont quasiment toutes interdites d'accès à l'emploi, d'ailleurs de manière complètement illégale. Voilà, les femmes issues d'immigration postcoloniale sont concentrées dans des secteurs d'activité les plus précaires, avec les plus bas salaires, avec les conditions de travail les plus pénibles, etc. Bon, tous ces éléments-là, ces chiffres-là, ces données-là, on les connaît aujourd'hui, on les connaît et on les dénonce. Mais voilà, dénoncer, ça ne suffit pas. On vit dans un monde, en réalité, entre d'un côté des gens qui considèrent que les discriminations, les humiliations, les violences, les oppressions sont normales, et de l'autre côté, des gens qui considèrent que ces discriminations, ces humiliations, ces oppressions ne sont pas normales. Voilà, et ça, il faut assumer. À un moment donné, il faut assumer de ne pas lutter contre des ignorants, mais de lutter contre des fascistes, contre des réactionnaires, contre des racistes, contre l'État Macron, contre l'État libéral, etc., etc. Enfin, il faut pouvoir nommer nos ennemis et dire que, puisque ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir aujourd'hui, dans tous les espaces sociaux, assumer de dire qu'on va leur prendre ce pouvoir. Et pas simplement leur chuchoter à l'oreille que c'est pas gentil ce qu'ils font, qu'il y a un 2 poids 2 mesures, que vraiment on a mal quand ils nous oppressent, quand ils nous écrasent la tête. Pourquoi on attend là à être invité, à ne pas être discriminé? Pourquoi on demande à être respecté? Pourquoi on demande à ne pas être opprimé? Et à un moment donné, si ça ne nous plaît pas, si les gens qui ont le pouvoir de gérer nos vies ne nous plaisent pas, on les dégage. Ça arrive à un moment donné où, à travers des luttes, à travers des expériences politiques, et c'est pour ça que c'est important pour moi de dire que voilà, ça ne vient pas théoriquement du ciel, ça ne tombe pas du ciel, c'est à travers des luttes, à travers des entraves, à travers des trahisons, à travers des solidarités, à travers du collectif, qu'émerge cette question du pouvoir. Alors, très rapidement, j'ai parlé de trois expériences politiques, de 3 luttes. La première, qui paraît un petit peu anecdotique, et qui est loin de l'être, c'est la question de l'alimentation des enfants, la question de la cantine. Alors ça paraît l'air de rien, je vois là qu'il y a mes camarades, mes collègues de Bagnolet. Alors nous, on s'est mobilisés au départ parce qu'on s'étonnait qu'on impose de la viande dans les assiettes de nos enfants. Donc on était étonnés. Donc on dit, mais en fait, nous, on ne veut pas que nos enfants mangent de la viande à la cantine. Ce qu'on nous répond, c'est, oui, mais c'est la laïcité. Oui, mais la France est la République, donc il faut manger de la viande. Oui, mais vos enfants, ils vont tomber dans les pommes, c'est des pauvres, donc il va leur manquer plein de protéines, B57, B15, voilà, les gens devenaient des nutritionnistes. Oui, mais c'est comme ça. Oui, mais si vous n'êtes pas contente, allez dans le privé, etc., etc. Bon, nous, on s'est dit, oui, mais ces enfants-là, on les a portés 9 mois, on les a couchés des fois dans la douleur, on les a allaités, etc. Si quand même, ça nous intéresse de savoir ce qu'ils mangent entre midi et 2. C'est pas genre, on est responsable de nos enfants, et puis entre midi et 2, on vous les confie, faites ce que vous voulez avec eux, donnez-leur de la malbouffe, des produits industriels, etc. C'est pas grave, voilà, on s'en occupe pas, et c'est vous qui en êtes responsable. Non, on s'est dit, c'est nous qui sommes responsables de nos gamins. Et donc, on a commencé à se mobiliser. Et à travers cette mobilisation, on a commencé à réfléchir à des choses auxquelles on n'avait pas réfléchi avant. C'est vrai. L'alimentation, par exemple, se dire, mais purée, c'est nos gosses. C'est à nous de les nourrir. Si on n'est pas d'accord avec la manière dont la collectivité les nourrit, ce qu'on leur met dans les assiettes, etc., l'industrie, le fait que la priorité de l'industrie, c'est de faire des profits, c'est pas la santé de nos gosses, c'est à nous de gérer. Et vraiment, ça crée là-dessus une conscience sur le pouvoir qu'on avait en tant que mère, en tant que maman. Maman comme sujet politique. Alors nous, il se trouve qu'on milite dans le 93.
avec tous les clichés autour du 93, de la maman du 93 qui est démissionnaire, qui est de laxiste, genre les révoltes populaires de 2005, c'était notre faute parce qu'on laissait traîner nos gamins le soir. Il y a tout cet imaginaire-là autour de nous. Là, c'était pour dire non, nous, on n'est pas des missionnaires. Nous, on va vous regarder quand vous éduquez nos enfants, là, quand on vous les confie le matin. Et ça a vraiment créé, vraiment chez nous, une conscience autour de cette notion de pouvoir. Ça, c'est la première expérience. La deuxième concerne une lutte aussi qu'on a menée à Bagnolet, toujours à Bagnolet. Donc, toujours dans le 93, on n'arrête pas de dire que le 93 c'est le désert politique, bon ben voilà, ça fait déjà deux. Deuxième expérience politique, les ascenseurs. Parce qu'une femme qu'on connaît nous a contactés en nous disant j'ai failli mourir dans l'ascenseur, c'est mon mari qui m'a rattrapé par la jambe. Là on s'est rendu compte du gouffre du truc, c'est-à-dire des immeubles de 18 étages où les ascenseurs étaient en panne depuis déjà plusieurs années. Et on lui a dit non mais on ne va pas juste se contenter de te corriger tes fautes quand tu envoies un courrier à l'OGIREP parce qu'il se trouve que c'est ce bailleur social-là. C'est pas normal. Tu as failli mourir dans l'ascenseur, même pas une petite lettre d'excuse, même pas une explication, rien du tout. Et des ascenseurs qui sont en panne depuis des années, des femmes enceintes, des personnes handicapées, des personnes qui sont dans des fauteuils roulants, des personnes qui sont âgées, qui sont restées emmurées au 17e étage pendant des mois et des mois de peur d'être bloquées dans l'ascenseur ou de peur d'être bloquées dehors, de ne pas pouvoir remonter. Voilà, c'est pas normal, on va se mobiliser. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une journaliste de France 2 qui m'a appelé, une gentille journaliste, parce qu'elle veut faire un reportage sur les ascenseurs en panne en région parisienne. Donc ça, c'est bien quand même, c'est pas les journalistes de la Villardière, etc., etc. Donc déjà, on est content, on n'a tellement pas l'habitude. Elle m'appelle. Bon, elle m'appelle parce que c'est vrai qu'il y a des journalistes qui me prennent pour leur fixeur et qui pensent que je vais les orienter vers... Bon, des fois, ça ne me dérange pas de fixer parce que je me dis c'est pour la bonne cause, etc. Donc, je l'oriente effectivement vers les militants, vers les personnes qui ont conduit cette lutte à la capsulerie à Bagnolet sur les ascenseurs, parce que nous, on n'était pas tout seuls, on a aussi mobilisé des jeunes, etc. Je lui dis, voilà, je lui donne les noms. Et je lui dis, on a gagné, parce que c'est ça que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a gagné, on a plié le game. Le bailleur social. On peut applaudir, je crois, là, quand même. C'est une belle victoire. On a gagné parce qu'il a changé tous les ascenseurs de tous les immeubles, il les a changés, il s'est engagé à associer les locataires au cahier des charges. Et ça, c'est inédit, lui-même le dit. C'est la première fois que pour 2 millions d'euros, il change tous ces ascenseurs-là, bas de gamme, et qu'il met du vrai matériel, etc. Et c'est la première fois que suite à une mobilisation, suite à un rapport de force, un bailleur social comme ça voilà, décide d'enfin respecter les gens, d'enfin respecter les droits et la dignité des gens. Cette journaliste, donc, je leur envoie vers ça, je lui dis, bah voilà, il y a une victoire, et c'est inédit, vous allez pouvoir faire un truc là-dessus, etc. Mais elle s'en foutait de ça. Elle s'en foutait. Ça ne l'intéressait pas, la victoire. Ça ne l'intéressait pas de dire qu'à tel endroit en région parisienne, la mobilisation de citoyens, la mobilisation de locataires avait fait plier le bailleur social et qu'on gagnait, qu'on avait repris le pouvoir qui nous avait été confisqué. Non, elle voulait, gentiment, hein, mais elle voulait qu'on lui parle de Hess, de galère, de se plaindre du fait qu'on n'arrive pas, c'est la galère, on a des problèmes sociaux, on n'est pas bien dans les quartiers. C'est ça qu'elle voulait, c'est ça qu'elle attendait de moi, en fait, qu'elle attendait de nous. Et enfin, une dernière, et ça c'est important parce que j'en parlerai tout à l'heure en conclusion, c'est la dernière. C'est la dernière, il s'agit d'une lutte qui a été menée qui est menée toujours aujourd'hui par une femme, Marie-Reine. C'est une femme qui a été tabassée par la BAC d'Agen il y a 2 ans et demi maintenant. Elle a été tabassée par la BAC. Elle rentrait d'une soirée. C'est une femme de 40 ans, voilà, qui a des enfants en bas âge, qui n'a jamais fraudé le bus. Elle a été pourchassée, elle a été prise en chasse, vraiment, par des policiers de la BAC, parce que c'est une femme noire. C'est tout, il n'y a pas d'autre explication. Et notamment par une policière, voilà, par une femme blanche, qui voulait faire plaisir à ses copains-là, policiers blancs, et qui l'a tabassée devant eux, qui l'a insultée, voilà, des insultes racistes, sexistes, sale race, sale négresse, sale pute, etc., devant eux. Voilà. Et après ça, donc elle a été tabassée, elle a été mise en garde à vue, etc. Voilà, je vous passe les détails de cette nuit de cauchemar. Pendant 1 an, personne n'a voulu l'aider, personne. Elle n'a pas trouvé d'avocat, les journalistes n'ont pas calculé. Les associations de droits des femmes, ne l'ont pas aidée. Les associations qui défendent, qui soi-disant prennent des subventions sur la lutte pour les femmes en détresse, la lutte égalité femmes-hommes, etc., n'ont pas voulu l'aider. Parce que pour eux, il ne s'agissait pas d'une femme, il s'agissait d'un individu noir. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Elle a continué à se battre, elle n'a pas lâché le beefsteak, comme on dit. Elle n'a pas lâché. Au bout d'1 an, voilà, on s'est rencontrés. Là, aujourd'hui, voilà, elle mène sa lutte. Je dis ça pourquoi? Parce que vous avez vu l'affaire Beaupin. Vous avez vu, le type est resté chez lui tranquillement. Il a envoyé 9-10 femmes contre qui il a porté plainte au tribunal. Elles y sont allées. Moi, ça m'a étonnée qu'elles y soient allées. Je me disais, mais attends, on en est là aujourd'hui. Les organisations féministes, là, elles sont où? Comment ça se fait que ce type-là reste chez lui tranquille? Et que c'est les femmes qui l'ont accusé d'agression sexuelle qui se retrouvent au tribunal à être jugées, à être pointées du doigt. Et pourtant, ces femmes-là, parmi ces femmes-là, il y a des ministres, il y a des femmes de pouvoir quand même. Comment se fait-il qu'on en soit là aujourd'hui?
Parce que c'est vrai que comme ça, instinctivement, tu te dis, mais moi, jamais j'y vais. Mais ils m'envoient l'armée, j'y vais pas. Et puis quoi encore? Et pourtant, on y va quand même. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est ça nos organisations féministes aujourd'hui. Ça en dit long sur le pouvoir qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, cette femme dont je parle, voilà, elle continue à se battre. Marie-Reine, elle continue à se battre. Nous, on continue à nous battre. On se bat, voilà, on lâche pas le beefsteak. Il faut penser la question du pouvoir. Il ne faut pas être simplement à attendre que les institutions, que le système policier, que le système judiciaire, etc. changent pour nous faire plaisir. On ne peut pas demander au bourreau d'arrêter de nous écraser la tête. Parce que le bourreau n'y a pas intérêt, tout simplement. Il faut prendre le pouvoir, en solidarité aussi avec nos sœurs qui sont en Algérie, avec nos sœurs qui sont en Haïti, nos sœurs haïtiennes, nos sœurs soudanaises, nos sœurs rifènes. Voilà aussi, il faut aussi que nos luttes soient en résonance avec les luttes des femmes dans nos pays d'origine. Voilà. Le dernier mot sur le réseau Clash Genre, c'est ça. C'est des stratégies du petit pas, c'est des victoires qui nous permettent de conscientiser le pouvoir, qui nous permettent de conscientiser la prise de pouvoir. Donc la lutte, ça nous coûte. Mais voilà, ça nous coûte, mais on a conscience qu'aujourd'hui ou demain, voilà, la justice sera rendue. Merci Fatima.